Mohamed Sifari nous a rejoint en studio, bonjour. Bonjour. Et aujourd'hui, vous allez revenir sur un aspect particulier du conflit qui est en cours à Gaza. Oui, mesdames et messieurs, quelle est selon vous la meilleure arme du Hamas et par prolongement celle du Hezbollah, de l'Iran et du Qatar? Eh bien, c'est l'opinion publique. Depuis la première intifada en 1987, le Hamas utilise, ou plutôt instrumentalise, l'opinion publique à sa guise. À l'époque, aux côtés de l'OLP, l'organisation islamiste met en avant déjà des jeunes, des enfants, parfois très jeunes, et des étudiants, notamment, pour cibler les forces israéliennes de sécurité. Ce choix est astucieux, parce que l'image est redoutable. La jeunesse, c'est la fougue, la ferveur, l'inconscience et l'audace. Ce sont des jeunes Palestiniens qui s'approchaient alors, des pierres à la main, de soldats israéliens armés jusqu'aux dents. D'autres fois, ils étaient munis de cocktails Molotov pour viser des véhicules blindés. Devant une telle situation, il y a le plus souvent deux cas de figure. Si les jeunes font reculer les militaires, c'est le Hamas qui gagne, ou alors, si les militaires tirent sur les jeunes, provoquant des pertes civiles, c'est toujours le Hamas qui gagne. Depuis cette période, donc, le Hamas n'a eu de cesse, comme s'il avait trouvé une recette magique, d'œuvrer pour installer un narratif spécifique qui représente aujourd'hui le cœur de sa propagande. Et quel est ce narratif ? C'est ce à quoi nous assistons depuis la création du Hamas, observant attentivement la situation. Quoi que fasse le Hamas, l'organisation palestinienne est toujours présentée comme une victime. Je ne parle pas des Palestiniens, je parle bien de l'organisation terroriste Hamas. Pour une partie de l'opinion publique, depuis le début des années 2000, et alors qu'il entamait avec le djihad islamique un long cycle d'attentats suicides faisant exploser ces kamikazes au milieu des gares routières, des restaurants, des cafés et des discothèques, le Hamas était désigné par cette partie de l'opinion publique comme victime alors qu'il tuait des civils. Ensuite, même quand le Hamas s'est mis à tuer d'autres Palestiniens, des militants du Fatah, vers 2006-2007, traînant leurs cadavres dans les rues de Gaza, comme du temps du Far West, quand des cadavres étaient traînés par des cavaliers derrière des chevaux, cette même opinion publique n'a pas jugé utile de condamner le Hamas, considéré toujours comme une victime, qui continuait de se faire passer, donc, pour l'agresser. Depuis sa mainmise sur Gaza, c'est le Hamas qui a déclenché toutes les guerres. Et pourtant, c'est le Hamas qui est présenté toujours comme victime. Le 7 octobre 2023, le Hamas, là aussi, tue 1200 Israéliens, dont 2 tiers de civils, prend plus de 200 otages, dont plusieurs femmes et enfants, et pourtant, dès le lendemain, c'était toujours le Hamas qui est désigné comme victime, et ce même avant la réaction militaire israélienne. Comprenez donc que ce narratif a installé un dogme qui est relayé par cette partie de l'opinion publique. Le Hamas a tous les droits, Israël aucun. Mais d'où vient cette attitude ? Chez les Palestiniens, en général, cette attitude vient de loin, elle vient en vérité de la Nakba. C'est un peuple qui a été instrumentalisé durant de longues années par l'ensemble des dictateurs arabes d'abord et par toutes les organisations islamistes ensuite. Ce statut d'éternel peuple victime a une fonction précise. Il sert de ciment au panarabisme et ensuite de ciment aussi pour l'international islamiste. Les Arabes, qui n'ont toujours pas compris qu'ils ne constituaient pas un seul peuple, n'en déplaise, pour oublier leur profonde division, entretiennent ce statut de peuple palestinien éternel, victime, pour être d'accord sur au moins ce seul sujet. Les musulmans ensuite, qui n'ont toujours pas compris, de leur côté, que leur Oumma n'est qu'un fantasme, et que cette même Oumma qui n'existe nulle part ne constitue pas du tout un peuple, là aussi, en d'autres termes une communauté de destin, entretiennent ce statut de peuple palestinien éternel, victime, pour les souder. Disons que les Palestiniens servent au moins à ça. Ça leur permet là aussi d'essayer d'oublier leur profonde division, la guerre entre chiites et sunnites, les divisions du monde sunnite, et j'en passe. Il y a enfin la mouvance islamiste. Frères musulmans, salafistes, mollahs iraniens, djihadistes, et j'en oublie,
alors même qu'ils se détestent, disons, cordialement, ont tout intérêt, eux aussi, à utiliser ces mêmes Palestiniens et ce même conflit comme axe de fixation. En vérité, je vais vous dire, de ce qui est appelé la cause palestinienne, tous les dictateurs arabes, je dis bien tous les dictateurs arabes et tous les autocrates musulmans s'en soucient comme de leur dernière chaussette. Et les opinions publiques qui se réveillent à chaque fois qu'Al Jazeera et les autres relais propagandistes le décident sont très largement manipulées, quoi qu'elles en disent. Et d'ailleurs, on le voit dans leur mode d'action. Que font les opinions publiques? Elles font du bruit, du brouhaha et rien d'autre. Aucune action concrète, aucune action politique, aucune action citoyenne. Et je vais vous dire, aussi toxique soit-il, ce bruit ne produit rien de bon pour les Palestiniens, sinon ce vacarme de haine et de diabolisation des Israéliens. Mais alors, pourquoi ce soutien aveugle ne sert que les Palestiniens? Il y a d'autres peuples arabes ou musulmans qui souffrent. Parce que le statut de victime ne suffit pas. Le Hamas et ses alliés, mais aussi l'ensemble des dirigeants du monde arabo-musulman, ont trouvé aussi le coupable idéal pour consolider ce narratif. Qui mieux qu'Israël pour occuper ce rôle d'ennemi commun? Israël permet de convoquer en effet tous les fantasmes, l'imaginaire douteux, mais aussi cette partie de l'histoire qui suscite toutes les passions. Je vous le rappelle pêle-mêle. Israël, c'est d'une certaine manière le représentant des démocraties occidentales au Moyen-Orient. C'est l'allié des anciennes puissances coloniales, c'est un pays de liberté quand toute la région est peuplée de dictateurs et d'autocrates qui ne cessent de mépriser leur propre population. Elle est d'ailleurs curieuse, cette attitude des opinions publiques arabes humiliées de tout temps par leurs propres dirigeants qui font des crises de courage dès qu'il s'agit d'Israël. Israël, c'est aussi l'incarnation des réussites économiques, de la créativité et de la vivacité intellectuelle, alors que tout autour, il y a un océan de médiocrité. Les dirigeants arabo-musulmans, toujours plus prompts à asservir leur peuple qu'à le servir, on entend mobiliser leur énergie pour générer de la haine, là aussi, et du ressentiment, et rien d'autre. Israël, c'est enfin le lieu vers lequel se dirige et se conjugue l'antisémitisme théorisé par le corpus islamiste, celui des frères musulmans notamment, la judéophobie contenue dans les textes islamiques et l'antisémitisme européen. La haine du juif, il ne faut pas négliger cet aspect, c'est ce qui permet aujourd'hui de créer une sorte de transversalité, de consensus, un continuum, une passion qui dépasse toutes les frontières. Et qu'est-ce qui vous permet de dire cela? Eh bien, écoutez, ma modeste connaissance du sujet, d'abord, mais pas seulement. L'on peut s'interroger sur les raisons pour lesquelles personne quasiment ne bouge quand les Ouïghours sont massacrés. Cela est dit régulièrement. Je salue aussi, au passage, le président chinois Xi Jinping, actuellement en visite d'État en France, pour lui dire que si les étudiants de Sciences Po, ceux de la Sorbonne, leurs marionnettistes de la France insoumise, ainsi que le monde arabo-musulman oublient volontairement que son régime massacre régulièrement des Ouïghours, c'est-à-dire des Chinois de confession musulmane, parfois avec la complaisance de pays musulmans, nous sommes quelques-uns en France pour lui rappeler cette réalité. On peut aussi s'interroger pour quelles raisons le Soudan, le Congo, les civils iraniens, et j'en oublie, tous victimes d'exactions et de crimes, ne suscitent que très peu de compassion. Au Soudan, en janvier dernier, un rapport d'experts de l'ONU annonçait qu'entre 10 000 et 15 000 civils issus principalement de la communauté massalite ont été tués par les miliciens du général Hemeti. Ce sont des mots et des noms qui ne disent absolument rien à l'opinion publique, et ce, dans une région située à l'ouest du Darfour. Cela ressemble à du nettoyage ethnique, mais cela ne suscite ni débat, ni polémique, ni blocage de fac, ni envolée lyrique de Jean-Luc Mélenchon. C'est vrai que bien qu'il soit né en Afrique du Nord, Mélenchon n'a jamais montré un grand intérêt pour les Africains. Il leur préfère les islamistes d'un côté et les adeptes de la révolution bolivarienne de l'autre. Il y a aussi la situation au Congo. Là, les experts de l'ONU parlent de chiffres qui avoisineraient les 6 millions de morts depuis la fin du génocide rwandais. Un bilan qui s'est alourdi au cours de ces 4 dernières années, mais qui s'en offusque. Personne quasiment. Il y a le sort réservé aux civils iraniens qui contestent le régime des mollahs. Récemment, un rappeur, Thomas Salehi, a été condamné à mort en Iran pour avoir apporté son soutien aux femmes qui voulaient se défaire de ce voile islamiste
qui les étouffe. Condamnés à mort pour cela et pour cela seulement. Il y a de quoi s'insurger, non? Eh bien, l'opinion publique occidentale et musulmane est totalement passive. Mais la jeunesse, habituellement si solidaire avec les artistes et les rappeurs, ne semble pas avoir été informée au sujet de tous ces événements, alors qu'ils passent leur journée sur les réseaux sociaux et sur Internet. Je reviens donc à mon postulat de départ. L'imaginaire collectif au niveau planétaire est largement imprégné de cette culture antisémite, malheureusement, il faut le dire, elle a la dent dure. Ces opinions publiques ont été conditionnées pour se révolter beaucoup plus facilement quand l'un des belligérants est juif et qu'il est désigné comme coupable systématiquement. Je mets un défi à qui contredit cette thèse. Lancez des fake news à cette masse qui soutient le Hamas. Dites-lui par exemple que le Mossad participe aux côtés du régime chinois à tuer les Ouïghours et vous verrez augmenter de manière mécanique, comme par magie, les soutiens ouïghours. Lancez de fausses informations. Par exemple, dites à cette masse qui soutient le Hamas qu'Israël est mêlé aux côtés du régime rwandais dans le massacre de Congolais et vous verrez comment la magie va opérer là aussi et comment les Congolais vont recevoir plus de soutien des opinions publiques. Racontez n'importe quoi. Dites par exemple que des Juifs conseilleraient la milice soudanaise qui tue au Darfour et vous verrez là aussi des voix s'élever en faveur des Darfouris. Regardons les choses en face. Oui, la cause dite palestinienne profite d'une indignation sélective, d'une hypocrisie qui ne se soucie pas de la vérité, qui a juste envie de considérer, quoi qu'ils fassent, tous les Palestiniens comme des victimes, y compris leur organisation terroriste, le Hamas et le djihad islamique. Il suffit d'écouter le discours des cadres de la France insoumise pour s'en convaincre. Et est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Et si oui, qu'est-ce qu'il faudrait faire alors? Personnellement, je crois dans les vertus de la pédagogie. Il faut dire et répéter la réalité de ce conflit. Sa complexité et rappeler quelques préalables. Je vais les résumer ici pour que les uns et les autres comprennent à la fois la position qui est la mienne et méditent sur la manière d'approcher ce sujet. Soyez attentifs. Chacun a le droit, évidemment, de défendre les Palestiniens, mais nous avons tous le devoir, oui, le devoir, de condamner le Hamas, le djihad islamique et toutes les organisations terroristes, ainsi que leur idéologie et leurs actions meurtrières. Écoutez bien, chacun a le droit, oui, chacun a le droit de critiquer par ailleurs le gouvernement israélien et son Premier ministre Benjamin Netanyahou. Mais nous avons tous le devoir, oui, le devoir de condamner l'idée de la destruction de l'État d'Israël, projet porté par le Hamas, le djihad islamique, le Hezbollah et leurs sponsors iraniens, sans oublier quelques relais en Occident. Si ces préalables sont respectés, je vous parie que les débats seront plus sereins et qu'il y aura moins de haine et moins d'antisémitisme. Enfin, il est permis de rêver.